Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du MAG. Aujourd'hui, nous allons partir sur les traces de l'ancienne ligne ferroviaire reliant Saumur à Poitiers. C'était un prolongement de la liaison entre Paris et l'Atlantique par Orléans et Tours. Cette petite ligne d'intérêt local a été inaugurée en 1874, puis concédée à une compagnie privée pour 99 ans. Elle transportait des passagers, bien sûr, mais aussi du fret. Elle a vite été concurrencée par les autocars et les transports routiers. Alors, elle a été fermée par la SNCF. Aujourd'hui, on peut encore très facilement en suivre le tracé grâce aux anciennes gares ou aux maisonnettes des passages à niveau qui sont parfois habitées par des gens qui n'ont bien souvent rien à voir avec l'histoire du chemin de fer. Et puis nous irons à Confolens, en Charente, pour une histoire de cadeau plutôt originale. Au moment de son départ à la retraite, le chef de gare de Cahors avait reçu de sa femme un autorail, un vieux d'une 50aine d'années. Un cadeau encombrant qui est désormais entre les mains de l'association du train de Charente-Limousine. Et pour en financer la restauration et la remise en état, l'association a mis en place les fameux vélorails. Du coup, ce sont les touristes qui pédalent pour faire le plein du réservoir de la machine. Et pour parler de ces lignes ferroviaires d'intérêt local, je reçois aujourd'hui Monsieur Jacques Bouquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de l'histoire des chemins de fer, notamment. Avant d'entamer notre conversation, je vous propose de regarder ce magazine de Christine de Pontchalon, Dominique Hervaux, Raphaël Fischer et Bernard Brognot. J'ai acheté cette gare en 1979 parce que je voulais me retrouver donc en campagne, donc je voulais une petite gare ou un passage à niveau, et donc j'en ai visité un certain nombre et je me suis arrêté sur celle de Moncontour qui avait un charme extraordinaire. Il y avait des ronces, il y avait du bois un petit peu partout et donc elle était en mauvais état. Toutes les ouvertures étaient en très mauvais état. Il a fallu que je cloue tout simplement. Plus d'eau, plus d'électricité. Il y avait le gros œuvre. Voilà. De Saumur à Poitiers, nous entendrons bien d'autres histoires d'amour ferroviaire. Jean d'Issy est d'ailleurs venu vivre tout contre les rails. Cheminot se souvenant d'une vie de labeur. Historiens et passionnés, intrigués par l'éphémère fonctionnement, moins de 100 ans, de cette petite ligne à voie unique. Pour qui sait lire dans le paysage des campagnes et des villes, il est facile de partir à sa découverte sur les 114 km de son tracé. On a commencé par les grandes lignes à partir de Paris. Et ensuite, ces lignes étant réalisées, par exemple Paris-Bordeaux en 1853 est terminée, on a Poitiers-Limoges en 1867, et donc on a besoin de radiales, de transversales, et l'idée s'impose que il faut relier Poitiers à Saumur. Chaque commune aurait voulu que le train passe par chez elle. D'où la pression des élus municipaux demandant à ce que le train passe ou fasse un détour par chez eux. Par exemple, Moncontour. Mais comme la ligne Herbeau-Moncontour était prévue, on s'est dit finalement on va rattacher Poitiers-Saumur et Herbeau-Moncontour, donc précisément à Moncontour. Cette petite machine est typique des lignes secondaires, c'est elle qui assurait les tractions de marchandises et de voyageurs à la fois. C'est des petites machines rapidement prêtes, enfin rapidement, il faut compter 5-6 heures de chauffe quand même avant d'avoir la pression de service. Mais elles sont typiques de ces petites lignes. Et en route, comment ça se passait? Il faut un chauffeur et un mécanicien.
Alors le chauffeur, c'est pas celui qui tient le volant comme sur les voitures actuelles, c'est celui qui assurait la chauffe, qui mettait le charbon et l'approvisionnement en eau dans la chaudière. Et le mécanicien, lui, s'occupait de la conduite du train, proprement dite. Elles étaient chargées au départ, mais les petites machines avaient une trentaine, entre 30 et 40 km d'autonomie, donc à la prochaine gare, il fallait refaire soit le plein en eau et le plein en charbon. Les gares, passages à niveau et autres bâtiments, lampisteries, toilettes, sont construits sur un plan type imposé par la compagnie. Les matériaux, la pierre et le bois du pays. Les travaux sont confiés à une compagnie qui est par ailleurs actionnaire de la ligne. Ici, à la Motte Bourbon, au départ, on espérait peu de trafic, donc ce n'était même pas une gare, c'était une halte. Et c'est devenu une gare 14 ans après l'ouverture de la ligne, en 1888. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le trafic est relativement important. En 1900, par exemple, transitent ici plus de 18 000 voyageurs. Et au niveau des marchandises, ça fait plus de 5 000 tonnes de marchandises, parce que par la Motte Bourbon, on expédiait des céréales. Mes parents habitaient au bout de la rue, là. Et puis après, un jour, on voulait acheter une petite maison dans le secteur. Et notre voisine à l'époque, qui était directeur de la coopérative à côté, nous a dit, la gare, elle sera à vendre. Si vous voulez, on pourrait peut-être vous la vendre. Puisque c'était eux, la coopérative, qui était propriétaire. Et puis, je dis, bah oui, mais nous, on n'a pas de gros revenus. Ça sera sûrement trop cher pour nous. Et en fin de compte, il m'a demandé le prix que je voulais mettre. Je n'osais pas le dire, mais enfin bon. Ben, il me dit, ça sera notre prix. On a tout nettoyé, le plafond, on l'a cassé parce que bon, ça ne tenait pas. Et puis après, on a vécu un peu au hasard à l'étage parce que le plancher était en très très mauvais état. Et on avait remis des planches dessus, on a monté, on faisait vraiment du camping. Et on avait mis des planches pour renforcer parce qu'on risquait de passer au travers du plancher. C'était bien parce qu'on était déjà plus jeunes. C'était formidable. Mais bon, ça serait à refaire, je dis pas que je le referais. Hein. Et comment vous vous trouvez ici maintenant, tous les deux? Moi, très bien. Moi, très bien. Moi, perdu. C'est-à-dire, moi, je suis né en province, et elle est née boulevard Saint-Antoine à Versailles. Ah, évidemment. Avant la guerre de 14, la compagnie Saumur-Poitiers assure jusqu'à 4 allers-retours quotidiens. Les trains sont mixtes, voyageurs et marchandises. Ils permettent enfin aux ruraux, majoritaires dans la population, de se déplacer. Les paysans, les négociants se rendent aux nombreuses foires et marchés où se traitent les affaires. Les citadins voyagent d'une ville à l'autre pour le travail ou les loisirs. 90% des passagers prennent un billet de 3e classe. Déjà, puisque le trafic de Loudunais entraînait 200 000 voyageurs dans une année, donc sur ces 200 000, un certain nombre logeaient dans les hôtels. Et du coup, l'avenue qui a été spécialement créée pour accéder à la gare, de chaque côté de l'avenue, il y avait de très nombreux hôtels. Et d'ailleurs, il y a un de ces hôtels, l'hôtel de l'Europe, c'est celui qui a traité le lunch, qui a préparé le lunch lors de l'inauguration de la ligne le 15 mai 1874. Monsieur Bouchardot, propriétaire de l'hôtel de l'Europe, a quand même distribué cette journée-là quelques 100 kilos de viande froide et 400 bouteilles de vin, ce qui veut dire que les invités ont fait honneur à son lunch. Extrait du journal de Loudun du 15 mai 1874. Nous filons à toute vapeur, on dirait que les noyés valsent furieusement sur notre passage. La population en habit de fête se presse à toutes les gares et le long de la voie. Elle applaudit au train qui passe. Le chemin de fer de Poitiers à Saumur les rapproche de la civilisation. Extrait de l'Avenir de la Vienne du même jour.
Plus nous avançons sur Loudun, plus les coiffes s'élargissent. Elles ont maintenant des proportions fabuleuses. Ce sont de vraies plateformes blanches qui miroitent au soleil et font le plus pittoresque effet dans les foules. Loudun est le centre d'une étoile à 5 branches. Direction Tours, Saumur, Châtellerault, Poitiers, les Sables d'Olonne. L'activité économique s'y développe de manière importante. Vu le trafic, les chemins de fer de l'État, qui ont racheté la compagnie Saumur-Poitiers, construisent une seconde voie au sud en direction d'Arcé, jusqu'à la bifurcation Thouars-Les Sables. Au-delà, la voie redevient unique jusqu'à Montcontour. Paulette et Marcel y habitent le PN 80 depuis 1971. Le grand propriétaire, ça dépend de la SNCF, mais à présent, il y a déjà 3 gérants qui y sont passés. C'est le 3e gérant qui y passe. Vous les voyez de temps en temps? Non. On voit pas, non. Moi, je les connais pas. Les pièces là-dedans, c'est pas des grandes pièces, hein. C'est pas comme des maisons d'autres fois, dans les fermes ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de... Il y a les water qui sont dehors. Vous n'avez pas envie d'aller vivre dans un endroit peut-être un peu plus grand et un peu plus confortable? Non. Oh, jusqu'à présent, vis-à-vis, on n'a plus tellement longtemps à être... on commence à prendre de l'âge, alors à 70 ans, je ne vais pas m'en aller galoper. Dans la valiserie, nous avons transformé ça en arrière-cuisine. Dans la salle d'attente première classe, on a transformé en cuisine. La salle des pas perdus de 52 mètres carrés, eh bien c'est notre salle à manger salon. De l'autre côté, donc dans ce petit local, on a fait nous une lingerie. Et donc de ce côté-ci, la salle d'attente première classe, eh bien c'est devenu donc la cuisine. Frontenay-sur-Dive. La halte et le passage à niveau, protégés par 2 barrières qui fonctionnent encore. Dans le magazine anglais France, Jenny Hughes raconte par le menu comment, avec son mari, elle a acheté et restauré A Small Guardian's House, construite en 1862. Pas de dépaysement. En France, l'écartement des voies est de 1,435 m, comme en Angleterre, et les trains roulent aussi à gauche. Le trafic, voyageurs et marchandises, recule inexorablement devant le transport routier. Dès 1945, section par section depuis Saumur, la SNCF déclasse la voie et on démonte certains tronçons. Neuville de Poitou résiste jusqu'en 1980. Mon logement était à côté de la gare, alors donc on vivait, puis il y avait une bonne équipe. Il faut dire quand même que ça a supprimé pas mal d'emplois, puisqu'il y avait une brigade de voies, il y avait un service électrique, en gare on était 4 personnes permanentes, et bien, tout ça, ça a disparu. Il y avait 3 bars, il n'y en a plus. Il y avait les établissements Douce et Matelin, il y avait beaucoup de choses, quoi. Entre autres, on recevait pas mal de matériel agricole, puis on recevait les trains complets de moissonneuses-batteuses, de tracteurs, de presse. Et puis, bien, il y avait une vie, il y avait la vie tout autour de ces entreprises. Alors c'est pour ça que c'était prospère dans le coin. Il y avait un marchand de vin, il y avait énormément de monde. Reste la nostalgie, celle des gens de la ligne et la nôtre. Retour sur le plateau du MAG avec notre invité Jacques Bouquet. Vous êtes donc historien et plus particulièrement spécialisé dans l'histoire des chemins de fer. Est-ce qu'il y avait beaucoup de petites lignes d'intérêt local comme celle dont on vient de redresser l'histoire? Alors, dans le département de la Vienne, effectivement, il existe énormément de lignes. Pour citer quelques exemples, vous avez la ligne Châtellerault-Loudun, vous avez Châtellerault-Tournon-Saint-Martin, qui passe par Pleumartin et La Roche-Posay, Civray-le-Blanc, Poitiers-le-Blanc. Elles ont toutes été ouvertes à la même époque, c'est-à-dire fin 19e. En fait, la construction de toutes ces lignes s'est étalée en gros sur 50 ans. Si on prend la première ligne qui est arrivée dans le département de la Vienne, c'est la ligne de Paris qui a été inaugurée le 1er juillet 1851.
Et la dernière ligne a été inaugurée en 1901. C'est le tronçon qui va de Confolens et qui rejoint la ligne Civray-le-Blanc. Il y avait un réel essor à ce moment-là, un vrai développement des lignes de chemin de fer. Donc, si on y regarde attentivement, en un demi-siècle, ce sont 400 kilomètres de voies ferrées. Je parle les petites lignes, oui, 400 kilomètres qui ont été construites, et si je prends la globalité, ça fait en gros 600 kilomètres de lignes. Ce n'est pas rien, et ça a demandé, effectivement, on n'est pas à ce moment-là avec des engins extrêmement performants, donc il faut des hommes qui puissent s'occuper de créer ces lignes. Mais bon, il faut dire évidemment qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'était le seul moyen de circulation dans les campagnes. Alors, c'est pour ça que ça a été extraordinaire pour la population rurale. Enfin, les gens des campagnes se sont trouvés en contact avec la ville. Ils pouvaient prendre le train pour se rendre à la ville, pour faire des achats. Bon, il y a eu toujours des contacts, certes, mais cette fois-ci, ces contacts sont plus nombreux, plus rapides, plus fréquents. Bref, il y a une vie intense, commerciale, qui s'établit entre la ville et la campagne. Alors, c'était des ruraux ou des urbains, plutôt, enfin des citadins qui prenaient le train ? On sait ça? Les deux? Non, les deux. C'est difficile de quantifier. D'ailleurs, on n'a pas de statistiques précises là-dessus. Ouais. On a simplement le nombre global de voyageurs. À l'intérieur de ça, qui sont-ils? Quelle est leur profession, etc. On n'en sait rien. Donc, on peut simplement s'imaginer que, vu les statistiques que l'on a, que, effectivement, dans les campagnes, dans les bourgs ruraux, on se déplaçait pour aller à la foire. Par exemple, on va à la foire de l'Encloître, à la foire de Mirebeau, aux foires de l'île Jourdain, etc. Donc, on se déplace pour aller aux foires au marché, pour écouler sa propre production. Et ça permet aussi à certaines productions de se développer. Je pense notamment à la région maraîchère de l'Encloître, qui va pouvoir exporter ses produits par le train direction Paris, direction la capitale. Sans le train, peut-être que la production ne se serait pas fait connaître. Disons qu'elle aurait été moins importante. Seulement, bon, il y a un apport. Les Parisiens sont très contents d'avoir des légumes frais du L'Encloîtré, donc ils achètent et ça permet aux producteurs du coin de développer leur production. Alors, on comprend bien tout l'intérêt pour les ruraux que pouvait représenter le chemin de fer. Pour les citadins, on est avant, évidemment, les congés payés, donc seuls les riches, les bourgeois, pouvaient éventuellement prendre des vacances. Est-ce qu'ils prenaient le train? Est-ce qu'ils allaient en villégiature, par exemple? Alors effectivement, si on prend des ruraux riches qui circulaient en première classe, on a vu dans le reportage que 90% des gens prenaient la troisième classe, oui. Qui était la moins chère. Mais effectivement, ceux qui prenaient la première classe pouvaient l'été prendre un train de plaisir. Alors, c'est quoi le train de plaisir? Un train de plaisir, c'est par exemple se retrouver au bord de la mer, prendre les bains au Sable d'Olonne. Et comme il y avait la ligne Tours, les Sables d'Olonne qui traversait notre département et qui passait par Loudun et Arcé, eh bien, j'imagine aisément que des Poitevins prenaient le train jusqu'à Loudun et à Loudun changeaient de train pour direction les Sables d'Olonne. Ça leur permettait d'aller faire une petite trempette sur les bords de l'Atlantique. Il n'y avait pas que le train du plaisir aussi. Je crois que l'évêché de Poitiers avait utilisé le train. Alors effectivement, en 1872, le diocèse de Poitiers est le premier diocèse à avoir instauré le pèlerinage ferroviaire jusqu'à Lourdes. Et après, ça s'est énormément développé. C'est par milliers que les pèlerins poitevins allaient à Lourdes. Bon, et puis évidemment, à un moment, l'autocar est arrivé, les voitures sont arrivées, et le train était plus rentable. Enfin, disons que les lignes étaient moins fréquentées. Alors ça commence à se percevoir dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'en 1914, bon, le train est roi. D'ailleurs, la preuve, c'est que même, parce que j'ai étudié ça, on a même fait des lignes non plus secondaires mais tertiaires. C'est les tramways départementaux qui ont été établis juste avant la guerre. Alors,
après la guerre, donc entre 1919 et 1939, des compagnies d'autobus s'installent et sont même subventionnées par le Conseil général. Donc ça fait une concurrence vis-à-vis du train. Qui a été fatale. Donc du coup la SNCF, enfin les chemins de fer ont fermé à ce moment-là les lignes. Alors les lignes n'ont pas été fermées tout de suite. Simplement, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est le 15 mai 1939. Bon, la SNCF à ce moment-là est créée puisqu'elle date du 1er janvier 1937. Donc le 15 mai 1939, un certain nombre de lignes secondaires voient leur trafic voyageurs supprimé. Bon, ça a été la première étape juste avant la Seconde Guerre mondiale. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a des lignes qui ont très peu fonctionné, d'autres au contraire, comme Poitiers-Leblanc, a repris du trafic, et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que là, des lignes ça a été progressif, des lignes ont été progressivement fermées. D'abord le tronçon Loudun, La Motte-Bourbon, et ensuite ça s'est étendu progressivement aux différentes lignes secondaires, à l'exception de Poitiers-Limoges qui existe toujours. Alors je vous propose maintenant une histoire originale, celle d'un autorail offert à l'ancien chef de gare de Cahors par son épouse au moment de son départ à la retraite, un cadeau un peu encombrant qui est aujourd'hui entre les mains de l'association du train de Charente-Limousine. Et pour en financer la remise en état, l'association a mis en service des vélorails. Ce sont donc les touristes qui pédalent pour faire le plein du réservoir. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait la Micheline. Tout cela parce que les premières motrices étaient équipées de pneus à bandage du manufacturier clermontois. En fait, c'est un autorail, sorti des usines Renault il y a 50 ans. Les lignes de desserte locale de la France entière l'ont vu circuler et reconnaissent son klaxon. L'association du chemin de fer de Charente-Limousine a encore du pain sur la planche pour le restaurer. Le premier travail de l'association, c'est de tout ce qu'il y a de tôlerie, de boucher les trous et avec une remise en peinture pour au moins qu'il y ait un aspect à peu près propre pour circuler, quoi. L'association du chemin de fer de Charente-Limousine a été créée en 1992 pour éviter le déferrement de la voie par la SNCF. Plus aucun train ne passant à Confolens depuis 1938 pour les passagers et 75 pour les marchandises. Ces amoureux du train, qui ne sont pas tous d'anciens cheminots, ont cherché comment faire revivre la gare et une partie de la ligne. Dès 1999, ils mettaient les vélorails en circulation. Pour rentabiliser finalement nos activités, nous avions donc débroussaillé la voie et puis dans l'hypothèse où nous avions l'intention de faire un train touristique, il fallait amasser un petit capital pour acheter du matériel et pour faire tourner le futur train touristique. Et ça marche, 15 à 17 000 voyageurs par an pour une balade sans stress sur un tronçon de 17 km de voie ferrée champêtre. Les touristes pédalent pour financer le plein du réservoir de la motrice, 400 litres permettant de rouler 600 km. Et aussi pour que le conducteur s'amuse avec son jouet grandeur nature. Quand on est aux commandes d'un engin comme ça, c'est un peu les rêves d'enfants qui jaillissent, et puis l'inimaginable devient réalité, et puis on se replonge dans sa jeunesse, puisque moi-même j'ai connu ces autorails depuis ma tendre enfance. Alors c'est vrai, là, je sais pas, il n'y a pas de mots pour expliquer le plaisir qu'on a à se retrouver aux commandes d'un tel engin. Si tout va bien, après des heures et des heures de restauration, 2 autorails tractant une voiture devraient pouvoir assurer un programme de circulation l'année prochaine. Des voyages à thème pour les scolaires et tout autre passager. De quoi réveiller les souvenirs de la gare et de bien des Confolentais. Alors des passionnés et des bénévoles qui restaurent des vieux trains comme ça, doit certainement y en avoir beaucoup. Mais est-ce qu'il reste encore assez de voies pour pouvoir les faire circuler? Parce que l'intérêt c'est aussi de les faire circuler, ces trains. Oui, il reste encore pas mal de voies dans le département de la Vienne. Bon, on peut prendre l'exemple, puisqu'il a été question, là, dans le reportage précédent, du vélorail. Nous avons notre propre vélorail de Chauvigny jusqu'à Flers, donc sur 7 km, sur la ligne Poitiers-Leblanc. D'ailleurs, cette ligne fonctionne jusqu'à Jardres, puisque ça permet à la coopérative agricole de Jardres d'exporter ses produits et d'importer des engrais. On y fait passer les vélorails, mais on peut aussi faire passer un vieil autorail.
Tout à fait, oui, bien sûr, oui. Jacques Bouquet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, changement de registre pour le MAG. Jean-René Lavergue et Laure Lino nous présenteront le CA Brive-Corrèze, le seul club régional de rugby à évoluer parmi l'élite. La nouveauté cette année, c'est le retour aux commandes de Patrick Sébastien et Laurent Seigne, qui avaient entraîné le club pendant les grandes heures européennes de 1997. Cette année, le CA Brive espère retrouver une place parmi les grands et pourquoi pas parmi les grands européens. Ce sera donc la semaine prochaine sur France 3 Limousin Poitou-Charentes. D'ici là, passez une excellente semaine. Merci de votre attention. Au revoir. Il a longtemps été journaliste, il est aujourd'hui écrivain. Son inspiration, il la puise au cœur de sa campagne corrézienne. Jean-Paul Malaval est cette semaine l'invité de Ma vie est une aventure.